Bonjour. Alors, je commence par toujours la même question dans le chat pour me rassurer. Dites-moi que vous m'entendez bien. Oui, allez. Un oui, et c'est qu'en principe, ça marche pour tout le monde. Tiens, bonjour Sabine. Ça fait longtemps, me semble-t-il. Bonjour à tous. Bonjour Inès. Alors, il y a des prénoms qui s'affichent, Enzo, Mathieu, Mavi. Et d'autres, je ne vois que des noms. Flavie, je suppose. Voilà, bon, bah, écoutez, ça c'est pour les premiers qui s'affichent. Bien ravi de vous accueillir dans ce dernier webinaire avant les vacances, en tout cas en ce qui me concerne. Il y en aura encore un la semaine prochaine avec mon associé Paul, sur la partie plus coaching. Là, dans ce cycle-là, on propose de partager notre vision. Enfin, c'est une des particularités de notre école de coaching, c'est qu'on a toujours souhaité que dans les promotions de formation de coach, il y ait autant de managers que de coachs en herbe, parce qu'on estime que ces deux métiers sont en fait très liés et que l'un apporte à l'autre et que l'autre apporte à l'un, et donc d'où le roi de cœur, hein, qui se regarde dans les deux sens. Et on a donc décidé de redémarrer un petit cycle de conférences sur justement la porosité entre ces deux approches. Alors bon, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on est coach. Moi, j'ai été manager pendant très longtemps. Aujourd'hui, je suis coach, je ne me déclare plus manager, hein. Ça fait 15 ans que je fais du coaching. Je ne sais pas si je saurais encore manager. J'espère que oui, mais en tout cas, si je devais y replonger, j'y replongerai avec tout le professionnalisme qui est dû à ce métier. Et sinon, c'est pareil dans l'autre sens, hein. Quand on est manager, on peut utiliser les techniques du coaching pour effectivement bien les maîtriser et bien se former. Et j'appelle Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, excusez-moi pour mon retard. On vient de démarrer. Et donc, dans cette conférence-là, qui est la deuxième ou la troisième, je ne me rappelle plus de ce cycle, on voulait parler de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est l'authenticité. Parce que, et du leadership. Et d'ailleurs, peut-être pour traiter cette question aussi en la traitant de manière paradoxale et en se disant, finalement, y a-t-il vraiment quelque chose à aller chercher dans le leadership? C'est un petit peu le point que je développerai dans une troisième partie de cette petite conférence. Mais pour démarrer, j'avais envie de vous plonger dans le sujet de l'authenticité et de se dire finalement, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'il faut être ou est-ce qu'il ne faut pas être authentique? Alors, vous dites bien que la réponse ne peut pas être binaire, hein, qu'évidemment, c'est une question d'appréciation de la situation, c'est aussi une question de dosage, mais malgré tout, voilà, faut-il ou ne faut-il pas être? Et pour commencer cette petite présentation, j'avais envie de vous partager un petit moment de cet excellent film que je vous recommande. Alors, on ne peut plus aller le voir parce qu'il est sorti il y a quelques mois, mais on peut le louer ou on peut le regarder sur les plateformes probablement. Et c'est l'histoire d'un patron d'entreprise, Vincent Lindon, c'est un formidable acteur, je trouve, qui se retrouve pris dans un espèce de paradoxe terrible, puisque son entreprise, qui va pourtant pas trop mal, a été rachetée par un grand groupe et leur demande de faire 10 ou 15% d'économie, notamment sur les frais de personnel. Et malheureusement, comme souvent dans ces cas-là, c'est plus pour répondre à une demande de l'actionnaire que pour répondre à une réalité terrain. Et donc lui se retrouve pris entre sa hiérarchie et ses équipes. C'est un patron très proche de ses équipes. Et donc là, je partage un petit moment de ce film et je vous demanderai ce que vous en avez pensé à l'issue. Bonjour. 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 Installez-vous. Oui, on voulait vous voir, monsieur le maire, parce qu'on voudrait savoir si les rumeurs qui sont en train de courir dans l'entreprise en ce moment sont fondées ou non. Il se dit qu'il y aurait un plan social en préparation chez Elson qui impacterait 10% des effectifs. Qui a dit ça? Le sujet, c'est de savoir qui a dit ça. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, quoi. Non, c'est le sujet. Vous me demandez un rendez-vous dans mon bureau. Donc
moi j'aimerais bien savoir qui fait courir ces bruits. Non, mais Normal. excusez-moi, monsieur le maire, on n'est pas là pour dire qui a dit quoi. Nous, on vient vous dire voilà, qu'à cause de ces bruits qui courent, voilà, on a des collègues qui sont inquiets, et il y en a qui sont même en colère. Moi je suis pas là pour affirmer ou confirmer des bruits de couloir, je suis désolé. Mais dans ces cas-là, c'est trop facile. Ça veut dire quoi? Que la rumeur, elle est fondée, qu'il y a une part de vérité, et Alors, c'est ce qui va se passer. D'abord, j'ai pas dit ça. Et si j'avais une annonce à faire, ça serait pas dans ce bureau. Vous imaginez bien, hein? Il y a des procédures légales à respecter. D'accord. Vous savez très bien, vous connaissez le règlement, donc... Oui, d'accord, il y a les procédures légales, ok, mais là, il y a quand même une inquiétude vis-à-vis des collègues. Si vraiment il se passe rien, s'il n'y a rien en cours, vous pouvez nous le dire. C'est pas compliqué. Pas plus, non. Bah, si. Si. Il n'y a rien qui empêche de le dire. C'est pas interdit par la loi. Moi, j'aimerais bien savoir qui fait courir ces bruits. Non, parce que c'est très facile de déstabiliser un groupe. Hein. Moi, je sais le faire aussi. Hein. Oui, mais Enfin, c'est simple. ça- En fait, s'il n'y a pas de plan social, vous nous dites que c'est faux. Nous, on repart, fin de l'histoire. On peut au moins rassurer tout le monde. Ok? Et c'est bon. Bah oui. Mais si ça vous fait plaisir, oui. C'est pas une question de nous faire plaisir, monsieur Lemel. Ok? On n'est pas là pour ça. D'accord? Des noms, de toute façon, on ne vous en donnera pas. Donc, il faut quand même, à un moment, que vous compreniez que dans votre société, il y a des gens qui sont inquiets, il y a des gens qui parlent. Oui, ces personnes déjà feraient mieux de se taire. Hein. Monsieur le maire, c'est simple. Il suffit que vous nous disiez que tout va bien et qu'il n'y a aucun plan social chez Elson dans les papiers, et puis on s'en va et on vous laisse tranquille. Je vous l'ai dit. Pardon? Je vous l'ai dit. Donc, vous nous promettez qu'il n'y a rien chez Elson au niveau d'un plan social actuellement. C'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord, ok. Et vous, ouais, ok, vous êtes en train de nous dire de façon solennelle, il n'y a pas de plan social chez Elson en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut partager avec nos collègues, on est d'accord? Oui, d'accord. Voilà. On voit bien tout le non-verbal de ce pauvre Vincent Lindon. Et du coup, en fait, c'est là que j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes à sa place, vous auriez tenté quoi? De différent, de plus authentique? Ouais, le premier qui se jette à toute notre reconnaissance. Tadam. Et là, quand on voit que quelqu'un écrit, on se dit, ah, ça y est, ouf. Je reconnais que la situation n'est pas facile, hein, et que la question n'est pas facile non plus, et surtout la réponse n'est pas facile. Ouais. Probablement, vous pensiez assister à un webinaire, vous dites, bon, ça va, je vais suivre quelque chose, et en fait, on vous dit de décider quelque chose et donc de trancher, c'est compliqué. Et en même temps. Sabine habilement nous dit, connaître l'objet d'une demande de rendez-vous, c'est mieux. Et oui. Ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on sait, hein, on sent qu'il était malheureusement pas suffisamment prêt, pas suffisamment préparé à cette question-là. C'est vrai, on le sait, hein, en France, à ce stade, je ne suis pas en mesure d'affirmer cela. On voit bien que ce soit au niveau du verbal ou du non-verbal, qu'il est en train de le geste avec la cravate. Ouais, probablement, j'aurais essayé de faire du off avec les syndicats pour réfléchir à la situation à ce type de rendez-vous. C'est vrai qu'il se fait piéger, là, on le sent bien, parce qu'il est donc avec des IRP, hein, donc des représentants du personnel. Il a effectivement des procédures qui l'empêchent de dire des choses sans passer par les instances réglementaires. Et en même temps, ils sont habiles, puisqu'à un moment donné, ils lui disent, mais en fait, c'est très simple, il suffit juste de nous dire que tout va bien et on vous laisse tranquille. Or, le tout va bien, il ne peut pas le dire. Et d'ailleurs, il ne le dit pas. Hein. Il se contente à chaque fois d'utiliser des réponses en fait, il ne le dit pas, il ne le verbalise pas, en fait. Il rebondit sur les questions qui lui sont posées et ça décrit tout son malaise. Si on se met à la place des 3 personnes qui sont en face de lui, vous ressortez comment du bureau?
Pas convaincu du tout. Ouais. Et probablement encore plus inquiet. Et c'est bien un des exemples, à mon avis, c'était ça un peu que je voulais. Et je relisais au-dessus ce que Sabine disait. Elle disait, sans rentrer dans les détails, ne pas mentir. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important parce qu'une fois qu'il sera pris, et d'ailleurs, bon, après, si vous avez envie de regarder le film, vous verrez, c'est intéressant. Une fois qu'il est pris dans son mensonge, c'est là que ça devient vraiment une affaire personnelle entre lui et ses salariés. Voilà, et donc effectivement, vous ressortez pas rassuré du tout, encore plus d'inquiétude. Moi, je me rappelle d'une réunion. J'étais jeune manager, patron d'un dépôt de bus, et on avait une réunion un soir tard, parce que quand tous les conducteurs de bus rentraient, on faisait les réunions souvent vers 11h du soir. Et dans cette réunion, c'était l'ouverture d'une ligne de métro sous une grosse ligne de bus, et les conducteurs de bus, légitimement, étaient inquiets en disant si on ouvre une ligne de métro sous notre itinéraire, nous, forcément, notre ligne de bus, elle va disparaître. Et ils étaient très attachés à cette ligne, qui était une ligne historique, c'était la ligne 1 du réseau, donc portait ce numéro-là. Et voilà, il y avait 52 conducteurs sur cette ligne, et voilà, ils avaient très peur, non pas pour leur emploi, parce qu'ils savaient mais en tout cas, ils tenaient à leur ligne, à cet itinéraire. Et donc voilà. Et moi, je savais, parce que ça avait été annoncé le matin en réunion avec les élus, que la ligne serait maintenue. La décision était positive, elle était très favorable. Mais je ne pouvais pas le communiquer parce que les élus ne pouvaient pas, voulaient garder la primeur de cette annonce-là à leurs administrations. Et donc, du coup, le soir, pendant cette réunion de ligne, j'ai essayé de les rassurer, mais sans pouvoir dire que c'était gagné. Le lendemain, j'ai eu une des plus grosses grèves sur le piquet. Le matin, ils étaient tous en grève. Moi qui croyais les avoir rassurés, en fait, je les ai doublement inquiétés. Et j'aurais fait effectivement vraiment mieux fait de donner un rendez-vous, d'annuler la réunion, de dire on se retrouve la semaine prochaine, j'aurai des news à vous donner. Enfin, je ne sais pas comment tout cas, absolument pas de sens d'un coup qu'on ne peut pas être authentique. Parce que, et ça m'amène à dire ça, je pense qu'aujourd'hui, l'authenticité devient vraiment un levier véritable du leadership. Et pourquoi? Parce que en fait, les gens en ont vraiment marre. Je pense globalement, et c'est autant dans les entreprises que nous tous, les uns et les autres en tant que citoyens, d'avoir. Alors, de quoi on a marre? On en a marre de douter. Et c'est vrai que le Covid, en plus, a eu un effet extrêmement multiplicateur. Tout le monde a raconté tout et n'importe quoi pendant cette période-là. Tout était faux, tout était flou. Et le doute s'est installé. Et le doute s'est vraiment installé, notamment par rapport aux experts qu'on avait l'habitude d'écouter avec une oreille plutôt religieuse, les médecins, les scientifiques, Et d'un seul coup, on les a vus, ils se mettaient tous à ne plus être d'accord. Alors les politiques, on était habitués à ce qu'ils ne soient pas d'accord entre eux. Les repas de famille, on était habitués aussi, mais un certain nombre d'experts, on avait vraiment foi dans leurs paroles. Et là, d'un seul coup, on n'a plus foi dans rien du tout. Et on se demande si effectivement, tout le monde n'est pas en train de nous raconter des bobards. De quoi on en a marre aussi, je pense, d'une manière assez globale, on en a marre des super sauveurs. On en a marre de ces gens qui nous disent « mais vous inquiétez pas, votez pour moi ou faites-moi confiance », de tous ces managers qui disent « ouais, n'ayez pas d'inquiétude ». Eh bien si, l'inquiétude fait partie de la vie et moi je préfère être inquiet à juste titre plutôt que de faire confiance les yeux fermés à quelqu'un qui me dit qu'il va me sauver de toutes les situations alors qu'à l'évidence lui-même ne maîtrise pas grand-chose. Et c'est une des vraies données du moment actuel, c'est qu'il devient extrêmement compliqué de maîtriser. Tout est incertain, encore plus qu'hier, et sur le plan économique, on entend tout et son contraire aussi. Est-ce qu'on va rentrer dans une crise profonde ou est-ce que c'est une crise passagère? Est-ce que l'inflation va s'aggraver ou est-ce qu'elle va se résorber? Enfin, on peut entendre à peu près tout et n'importe quoi, donc du coup, c'est difficile de trouver des points de repère. Et puis, on en a marre peut-être aussi de la langue de bois, et du blablabla, de ces gens qui ont toujours réponse à tout, autant dans l'entreprise que dans le monde politique. Et du coup, pour sortir de ça, eh bien, il y a une recette magique, mais pas facile à adopter, qui effectivement est probablement d'essayer de travailler sa capacité à se rendre authentique. Pour ça, je vous raconte deux petites histoires vécues récemment. La première, c'est un exemple d'opportunité ratée. La deuxième, c'est plutôt un exemple d'opportunité réussie. La première, c'est une patronne d'équipe qui, nouvellement nommée dans son équipe, une personne extrêmement aérienne dans le sens terre, eau, air, feu de notre modèle qui nous est cher, c'est-à-dire très créative, très inspirée et inspirante, qui travaille par rebond. Une idée en appelle toujours trois chez elle, et elle a toujours tendance comme ça à rebondir d'un sujet à l'autre. Elle vient d'arriver, elle n'est pas experte
du domaine dans lequel elle prend la tête d'une très grosse équipe. Hein. C'est vraiment un poste très important dans une grosse boîte. Mais ça lui pose zéro problème d'être expert, puisqu'elle va s'appuyer sur les bons experts. Le truc, c'est qu'elle arrive après quelqu'un qui, lui, était extrêmement paternaliste, extrêmement structuré, extrêmement expert, justement, du métier, et que ça vient déstabiliser assez fortement les équipes. Et à un moment donné du séminaire que j'animais il y a quelque temps, elle est appelée, cette personne, à l'extérieur par le big boss. Voilà. Et elle quitte le séminaire avec toute son équipe. Comme ça, elle nous plante, elle me laisse seule avec eux. Et elle dit, je reviens dans 5 minutes. En fait, évidemment, elle est revenue 3/4 d'heure après. Et donc, à un moment donné, elle envoie le signal très fort à son équipe de qu'est-ce qu'elle privilégie à ce moment-là. Elle privilégie plutôt l'appel du big boss à le séminaire ouvert avec l'équipe. Et du coup, ça provoque une forme d'instabilité assez forte dans l'équipe, et ça libère une parole qui était retenue jusque-là. Et donc, pendant cette demi-heure, en 3/4 d'heure où la personne s'en va, je rebondis avec l'équipe et on travaille finalement sans elle. Et je leur dis, c'est quoi l'opportunité de travailler sans votre patronne et comment vous prenez la place qu'elle vous laisse, plutôt que de lui reprocher ça ou ça. Là, elle vous laisse une place, qu'est-ce qu'on en fait? Comment vous la prenez? Et ils se mettent à élaborer un truc relativement intelligent qu'ils ont envie de partager avec elle quand elle va revenir. Donc je la préviens, on fait une petite pause, elle revient, je lui dis, voilà, l'équipe va avoir des choses à partager avec toi, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, oui, très bien. Je la briefe un petit peu pour la tonalité, qui n'avait pas été que tendre pendant son départ. Et là, cette personne n'accuse pas à réception. Elle écoute les premiers mots et comme elle est très aérienne, elle se met tout de suite à rebondir et à dire comment elle va traiter tout ça alors même qu'elle n'a pas écouté. Et ça, c'est pas une posture, c'est dommage parce que c'était vraiment une opportunité qui lui était tendue. Alors bon, je ne suis pas inquiet pour elle, hein, c'est une personne brillante et elle a réussi à peu près tout dans le reste du séminaire, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a raté. C'est une opportunité d'être authentique qui permettrait en fait d'écouter, d'accuser réception, de rebondir, mais pas immédiatement, de ne pas se laisser emporter tout de suite par cette capacité, par cette espèce de forme de leadership dans laquelle on se croit enfermé, parce qu'on voit des gens interviewés à longueur de temps, à qui on demande de répondre à des questions impossibles, et qui pour autant, la plupart du temps, répondent quand même. Plutôt que de dire, il y en a quelques-uns qui le font, mais très peu, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne suis pas sûr. Et ça, c'est des choses, il me semble, il nous semble, que les gens attendent de plus en plus. Voilà. Et du coup, ça donne un non-verbal qui en dit long, puisque c'est un non-verbal qui, en l'occurrence, comme pour Vincent Lindon, hein, mais c'est si on coupe le son et qu'on regarde simplement la scène, je suis sûr qu'on comprend très bien ce qui est en train de se passer. Voilà. Ça, c'est un exemple d'opportunité ratée. Et dans le même temps, la semaine d'avant, j'avais vécu un exemple inverse d'opportunité réussie. C'était un patron patron de région dans une très grosse boîte la boîte a été malmenée, fusionnée, puis séparée, puis remodelée, puis rachetée. Enfin, c'est une très grosse boîte française, hein, à nouveau. Et ils ont vraiment été brassés. Puis en plus, ça s'est terminé par, comme il y avait une forte réduction d'activité, puisqu'il y a des activités qui avaient été dégagées et vendues ailleurs, ils ont réduit les effectifs, mais trop réduit les effectifs. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés complètement sous l'eau. Voilà. Et là, on avait travaillé ça avec le patron qui faisait un séminaire. Ça y est, ça allait un peu mieux, ils avaient rembauché, etc. Et vraiment, je l'avais encouragé à faire une introduction extrêmement authentique. Et là, il a été brillantissime. Alors, ça se coach, hein, ce genre de truc. Mais il avait vraiment soigné sa présentation. Il avait pris un exemple symbolique extrêmement fort. Il a fait un mea culpa, mais un bon mea culpa, pas un mea culpa, j'ai été nul, etc. Il a pris ce qu'il devait prendre. Il n'a pas pris ce qu'il ne devait pas prendre, mais il a pris vraiment sa part. Il était bien centré, donc il restait extrêmement solide dans cette façon de faire son mea culpa. Il a fait un beau dégagement en fin d'introduction sur l'avenir, avec une belle ouverture. Et surtout, ensuite, il a accepté de donner du temps à l'écoute. Voilà. Et cette écoute, chacun ayant besoin de dire à ce moment-là encore une dernière fois les trucs qu'il pouvait éventuellement lui reprocher, et on ferme tranquillement la parenthèse, et comme en Gestalt thérapie, les choses ont été dites, elles ont été dites collectivement, et là on peut, et uniquement à ce moment-là, passer à la suite. Belle démonstration d'opportunité, d'authenticité qui finalement est une très très belle forme, à mon avis, de leadership. Voilà, n'hésitez pas à commenter, en plus Thibaut est là, des fois je suis seul, ou Thibaut est seul, mais là on est deux, et il est à votre disposition pour rebondir sur vos questions. Voilà, et j'en arrive à cette troisième partie là, où je vous disais finalement, peut-être une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un mythe du leadership
hein, c'était un des bullet points là, de la présentation pour ceux qui se sont inscrits. Et finalement, c'est vrai que, alors peut-être qu'on se tire une balle dans le pied quand on vous dit ça, parce que nous, on a des formations au leadership, hein, donc, mais en même temps, c'est quoi le leadership? C'est quoi cette espèce de truc, cette espèce de boîte mystérieuse? Alors, j'avais lu une enquête il y a quelques années, ça remontait, mais à mon avis, c'est toujours vrai. Quand on est de race blanche, un homme, je crois que brun, alors moi j'aurais pensé blanc, mais enfin, en l'occurrence, c'était plutôt brun, aux yeux bleus et qu'on fait 1,85 m, on a je ne sais plus combien de fois plus de chances de réussir que si on n'a pas tout ça. Voilà. Bon, alors c'est le cas ni pour Thibaut ni pour moi. Tu as été brun, Thibaut, à une époque? Non, blond, mais avec plein de cheveux. Ok. Donc, alors ça c'est peut-être parce qu'on confond certains standards de, je sais pas quoi, d'égérie, de modèles, mais c'est un peu comme la pub en fait, hein. On nous bombarde d'images de personnes avec des ventres plats, et du coup, on imagine que forcément, si je veux avoir du leadership, il faut avoir le ventre plat. Moi, je pense que tout ça, c'est bullshit, et je pense qu'en fait, le leadership, le seul vrai leadership qui existe, c'est d'aller chercher son leadership à soi. C'est le diamant qui est à l'intérieur de vous, c'est celui-là qui compte. Et finalement, peut-être que cette histoire de leadership qui serait une forme de Graal des temps modernes, eh ben, il faut qu'on laisse tomber. Et que par contre, on se centre vraiment sur un truc auquel nous, on croit beaucoup, et qu'on travaille énormément dans nos formations, c'est comment rayonner à partir de son centre. Cette petite partie, éventuellement, je peux te la laisser, hein, Thibaut, parce que on parle brièvement. Mais Ouais. je te prends Sur la présentation d'outils, je veux bien. Sur la présentation d'outils. Sur cette partie-là ou plus loin? Plus loin? Ouais, okay. Dans 2 slides. Ouais. Ok. Ça, c'est une théorie moi, que j'ai appris il y a quelques années, qui m'a fait beaucoup de bien, et du coup, je n'hésite pas à la partager. C'est de se dire, en fait, que chacun d'entre nous, dans notre moi, dans notre conscience de nous-mêmes, hein, dans notre soi, notre vision, en fait, un peu globale, c'est que c'est ça qui différencie l'animal de l'homme, hein, c'est que l'homme a conscience de lui-même. Ça ne veut pas dire que l'animal n'est pas conscient, il est conscient de plein de choses, mais il n'a pas conscience de lui-même. Et pour l'homme, c'est à la fois son drame et son génie, hein, c'est ce qui lui permet d'inventer tout ce qu'il invente et de réfléchir à tout ce qu'il réfléchit. Et en même temps, c'est son drame parce que du coup, il ne vit pas assez dans l'instant présent. Et comme il a cette capacité de vision hélicoptère, il est beaucoup plus dans le passé, le futur, et un peu moins dans le présent, alors que l'animal est complètement dans l'instant présent. Mais ce soi, donc cette conscience de nous-mêmes, en fait, elle est faite de 3 zones. Elle est faite de notre centre. Le centre, c'est ce que nous sommes et que nous assumons et que nous aimons. Même des fois, je ne sais pas, par exemple, on plaisante, hein, moi c'est pareil, là, j'ai commencé à sérieusement me perdre les cheveux. Cette partie-là, est-ce que je l'aime ou est-ce que je ne l'aime pas? C'est jamais très agréable, mais si je me mets à l'aimer, je peux la mettre dans le centre. Et pourtant, ce n'est pas super dans les standards de beauté actuels que d'avoir son truc de moine là, qui pousse à l'arrière de la tête. Ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être la couleur de peau, ça peut être plein de choses. Et en fait, c'est ce que je suis, que je décide de mettre dans mon centre parce que je l'aime, parce que pour être un leader, il y a peut-être une règle absolue qui est nécessaire, c'est qu'il faut s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc cette théorie très égocentrée, hein, on est d'accord là, mais entre nous, vous ne le répétez pas, c'est très égocentré, c'est de vous proposer de développer votre centre, c'est-à-dire ce que vous êtes, que vous assumez. Parce que plus vous ferez ça, et plus vos complexes, plus votre moi négatif diminuera, parce qu'il aura moins de place. Et surtout, parce que le moi négatif étant quelque chose d'assez insupportable, on est obligé, on ne le sait pas qu'on est obligé, mais on est quand même obligé, et on le fait tous, de construire un masque social qui vient cacher tout ce qui est dans le moi négatif. Ce masque social, ça peut être, moi j'ai connu ça à l'époque où mon petit frère est devenu beaucoup plus grand que moi, et ce n'était pas dans la logique des choses, sur les photos de famille, je me mettais sur la pointe des pieds. Voilà. Ça, c'est un masque social qui vient compenser un moi négatif, parce que la taille, du coup, n'est pas centrée. À partir du moment où, en fait, je décide de m'en foutre, ce qui a été heureusement assez rapidement le cas, mais il n'y a plus besoin de masque social, parce que je suis OK avec ma taille, et que je m'en fous, et que la sienne, c'est la sienne, et la mienne, c'est la mienne, et que peu importe, parce que c'est pas important, finalement, tout ça. C'est pas grave. Et donc, je peux le remettre dans mon centre. Et si je le remets dans mon centre, il n'y a plus de problème. Et je suis plus en train de me regarder dans la glace en me disant « Putain, qu'est-ce que t'es petit ». Voilà. Et donc, en fait,
je pense que la seule vraie théorie qui me paraît extrêmement valable pour développer son leadership, c'est de développer son centre, pour libérer du coup son plein potentiel. Et plus vous serez dans votre plein potentiel, et plus vous apparaîtrez authentique. Il me semble que Vincent Lindon, regardez le film, c'est intéressant, qui est un manager très humain, aurait dû, dans cette scène-là, s'appuyer davantage sur son côté très humain. En disant, écoutez, de toute façon, vous le savez, le plan social, ça fait partie de la vie de l'entreprise. On est tout le temps en train de se demander s'il y en a un ou pas. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que moi, présent, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que ça advienne. Je ne sais pas, un truc comme ça, avec toute son humanité, parce que ces 3 personnes-là lui font confiance quand elles rentrent dans le bureau. Et l'objectif, c'est qu'elles lui fassent encore confiance quand elles vont sortir du bureau. Alors que là, ça ne va pas être le cas. Et qu'effectivement, ça va être un basculement dans le film, d'un moment où les relations vont se tendre parce qu'il a perdu son authenticité. Voilà. Et donc ça, c'est le premier conseil qu'on a envie de vous partager. Il paraît tout bête, évidemment, ça se travaille, hein, parce qu'on pourrait avoir l'impression que du coup, il suffit juste d'être soi-même. Non, ça se travaille, ça s'identifie. Qu'est-ce qu'il y a dans le centre? Qu'est-ce qu'il y a dans le moi négatif? Qu'est-ce qu'il y a dans le masque social? Comment je peux développer mon centre? Et Thibaut fait d'excellentes formations pendant 2 jours. Il tape dans cette histoire de développer son centre, développer son potentiel et réduire les parasites qui permettent, qui viennent un peu comme des nuages qui viendraient cacher le soleil. Voilà. Donc vraiment, on travaille ça. Et le reste, si vous le connaissez, reconnaissez-le tranquillement. Et en prenant justement ancrage sur votre sens, sur votre centre, et puis partagez-le en toute simplicité. Évidemment, je me rappelle d'une personne que j'avais coachée, je crois que c'était mon premier coaching, et elle change de patron. Elle passe d'un patron A à un patron B. Et on faisait une séance de coaching, on était parti marcher. Et elle me dit, mais je suis extrêmement choqué, Franck, parce que mon nouveau patron, il est arrivé et il nous a dit, voilà, sachez-le, je suis quelqu'un d'assez bordélique et régulièrement, vous allez vivre ça, ça, ça avec moi. Voilà. Et elle, sur le coup, elle avait été extrêmement choquée par ça. Elle dit, ah bah bon, alors s'il est... c'est un poste qu'elle aurait bien aimé avoir, hein, le poste de son patron. Mais alors, du coup, ça sert à quoi qu'on nous demande de progresser si lui, il arrive et puis qu'il nous dit comme il est et en fait, petit à petit, elle a compris que ce type était essentiellement dans le vrai et que tout en essayant de s'améliorer, il savait très bien qu'il y avait des points sur lesquels il n'y arriverait pas. Et il a préféré partager ça avec ses équipes, ce qui était une façon de leur donner à eux l'autorisation de venir le chercher là-dessus, mais en toute tranquillité. Ça devenait presque un sujet de plaisanterie. Alors, évidemment, il ne faut pas en abuser de cette position-là, parce que si vous prenez toute la panoplie des défauts, et puis que vous les passez les uns après les autres en disant « je suis un peu irascible, et puis je suis aussi un peu raciste, et puis je suis un petit peu con, et puis je suis un petit peu ceci et cela », ça ne va pas passer, évidemment. Mais en tout cas, voilà, s'il en reste, et si le centre n'a pas réussi à prendre toute la place, sur le reste, soyez naturel dans votre façon de communiquer, puisqu'une faute avouée est à moitié pardonnée, paraît-il. Ça va toujours? Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs messages, mais... c'est pour nous dire, d'accord, désolé, 100%, effectivement, il y aura un replay, on vous l'enverra. Alors, ensuite, comme on est, nous, avant tout une école de formation au coaching d'équipe, on avait envie de partager avec vous un outil du coaching d'équipe pour développer son leadership collectif cette fois-ci, toujours autour de cette notion d'authenticité. Du coup, c'est là que tu veux... Ouais, je veux bien l'introduire, en fait, par une petite anecdote qui est plutôt individuelle pour le coup, mais qu'on a su adapter au collectif. C'est cette idée où moi, j'avais eu l'opportunité de faire un week-end de master coaching avec le préparateur mental d'Edgar Gros-Piron. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, Edgar Gros-Piron, c'était un champion olympique, médaillé d'or de ski de boss. Et donc, il avait dit à tout le monde, oui, de toute façon, je serai médaillé d'or, Albertville chez moi, etc. Et donc, tout le monde le prenait un peu de haut. Et son préparateur mental, tiens, Franck, si tu veux mettre ton micro off. Le préparateur mental, du coup, lui avait dit, lui avait posé la question, ok, c'est bon, t'es arrivé, t'es médaillé d'or maintenant. En vrai, de toi à moi, t'es en haut de la piste. Tu sais qu'en bas, tu peux être médaillé d'or, champion olympique. Tu l'as dit à tout le monde, ça fait 1 an. C'est quelque part l'aboutissement de ta carrière. Okay, tu as le décompte de toi à moi, Edgar, en vrai. Il se passe quoi dans ta tête? Tu penses à quoi? Et Edgar, il répond, planter de bâton. Et en fait, cette phrase, elle est géniale. Parce
parce qu'ils se concentrent. Alors moi, j'y connais rien en ski de boss, mais apparemment, la façon dont on plante les bâtons, ça permet de donner l'impulsion pour faire tout le reste, entre guillemets, des boss et passer un peu au-dessus, machin, ça. Et ce qui est magique dans cette réponse, c'est qu'il se concentre sur l'unique et seule chose sur laquelle il a du pouvoir à l'instant T. Et ça, c'est l'outil qu'on a envie de vous présenter là, qui est quelque part ces cercles de responsabilité. Et je vais te le laisser présenter, Franck, parce que, notamment pour l'aspect collectif. Du coup, comme j'avais coupé mon micro, j'étais en train de parler dans le vide. Je finissais de répondre à une question d'Enzo. Pour dire qu'effectivement, je suis d'accord, hein, on tombe, de temps en temps, c'est pas mal d'aller dans des caricatures. Hein, bien sûr qu'on peut travailler sur nos aspects comportementaux, psychologiques, etc. Et on le sait bien, puisque sinon on ne ferait pas du coaching et sinon on ne serait pas manager, parce que ça serait désespérant. Mais en même temps, vraiment, cette façon de faire en sorte que le centre prenne toute la place, en fait, fait que le moins négatif en prend de moins en moins, et surtout le masque social diminue, en fait, fait que la personne est plus naturelle et que ses défauts, vous les verrez moins. Après, on peut travailler sur ses défauts, mais je pense que, comme certains aspects physiques, on ne pourra pas changer certains traits de comportement profond. Quand on travaille sur des outils, là, on s'est formés tous les deux avec Thibaut au MBTI, on sait il y a des préférences naturelles. Si je suis extraverti, je ne suis pas introverti. Et donc, je pourrais travailler mon introversion, mais ça ne sera jamais aussi fort que mon extraversion. Et dans la même idée, il y a cette idée de comme je suis un être humain, je vis et j'incarne tous les traits des êtres humains, entre guillemets. Et plus j'apprends à réintégrer des parts de moi que je déteste, plus j'apprends à les aimer chez les autres et que du coup, plus j'apprends à être un meilleur leader. Et donc, en fait, il y a cette idée, sans même forcément y travailler, s'autoriser à être comme ci ou comme ça et quelque part aimer aussi cette part en moi. Mais ça, c'était sur l'outil d'avant. Ouais, non, c'est juste. Et puis, du coup, ça permet de l'aimer chez les autres. Je trouve que ça, c'est très fort, effectivement. De la reconnaître. Donc, de faire le travail pour soi permet de le reconnaître chez les autres. Alors, cet outil, c'est tout simple. Hein. Et là aussi, il y a 3 zones, d'ailleurs. Tiens, je me suis dit... planter de bâton. Voilà. Il y a 3 zones. Et là, je vais vraiment parler d'un exemple d'équipe. C'est un exemple qu'on a un coaching d'équipe qu'on a animé tous les deux avec Thibaut, où on a fait bosser l'équipe sur ça, sur c'est quoi votre zone de pouvoir, c'est quoi votre zone d'influence, c'est quoi votre zone d'impuissance. Et ça m'a fait plaisir parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire le débrief post-séminaire 3 mois après le séminaire, ou même 6 mois après. Et c'est ce que la patronne de l'équipe m'a dit en premier. Elle m'a dit, on a appliqué ça que vous nous avez expliqué, et ça a été très fort. Cette équipe, en fait, souffrait d'un complexe d'infériorité ou de supériorité, un peu les deux mélangés, en fait, par rapport à son équipe corporate. Hein. C'est l'équipe monde, et là, nous, on était avec l'équipe France, qui est la plus grosse équipe pays qui puisse exister. Elle est 3 fois ou 4 fois plus grosse que le deuxième pays. Donc, à la fois, ils ont un gros melon dans l'équipe France, et en même temps, ils se sentent sans arrêt dépossédés, parce qu'il y a quand même une équipe corporate qui, elle, est là pour réfléchir, pour inventer, pour innover, etc. Et ils ont souvent l'impression d'être maltraités par ces gens-là. Et donc, on les a fait travailler sur c'est quoi votre zone de pouvoir, là où vous êtes vraiment dans le pouvoir. Et en l'occurrence, ils sont dans le pouvoir parce qu'ils sont le premier pays du monde, parce qu'ils sont 4 fois plus gros que le deuxième pays, parce que c'est eux qui dégagent le maximum de profit, qui dégagent le maximum de chiffre d'affaires, et que ça, c'est leur zone de pouvoir. Et quelque part, bien en prendre conscience, mais juste avec simplicité, pas pour assommer les autres avec son pouvoir, hein, mais simplement se le dire, se le rappeler. On les a fait travailler sur ce qu'on appelle nous un ad vitam, c'est-à-dire sur la réussite, le modèle de réussite de cette équipe. Dans leur zone de pouvoir, quand vous réussissez quelque chose, comment vous le réussissez? Est-ce que vous savez comment vous le réussissez? Ah ben non, on ne sait pas. Et donc, on les a fait bosser là-dessus. Donc, en fait, on les a fait bien s'installer dans leur zone de pouvoir. Quelque part, c'est un peu la même zone que la zone de centrée là, de tout à l'heure. Hein. C'est un peu la même chose. C'est l'endroit sur lequel je peux me positionner. Et ensuite, on les a fait travailler sur leur zone d'influence et leur zone d'impuissance. Zone d'impuissance sur quoi je n'ai absolument pas de pouvoir. Et quoi que je fasse, en fait, je ne vais créer que de la frustration. Je vais me taper la tête contre un mur, je vais me faire mal. Et en l'occurrence, ils ont identifié 2 personnes au niveau du corporate, 2 personnes, vis-à-vis desquelles ils ont dit « mais ça ne sert à rien, on perd de l'énergie, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de la motivation quand on essaye de les embarquer, de les convaincre. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut que ces 2-là, on les laisse de côté. Il faut qu'on fasse ce qu'ils nous demandent de faire. Il faut qu'on mette un petit peu profil bas et surtout qu'on investisse le moins d'énergie possible avec ces 2 personnes-là. Et en revanche, ils ont identifié chacun un certain nombre de personnes et de sujets vis-à-vis desquels ils pouvaient probablement
jouer un rôle d'influence sur des décisions qui seraient prises au niveau du corporate. Et le fait d'avoir surtout lâché prise sur la zone d'impuissance leur a permis de se concentrer sur leur zone d'influence et de réellement bien mieux vivre la relation avec le corporate. Et donc aussi sortir de certaines croyances limitantes dans lesquelles ils s'étaient enfermés. Ce qui était vrai à la fois dans les actions qu'ils vont pouvoir poser maintenant, donc qu'ils n'avaient pas imaginé, mais également dans le focus qu'ils pouvaient mettre auparavant en disant « Ah, le corporate, ils font ci, ils font ça, genre, ils nous empêchent d'avancer, ils nous empêchent de déployer notre créativité, ce qu'on a envie de faire, etc. » Et au-delà de l'action posée, il y a aussi cet état d'esprit parce que le focus est différent. Et donc, voilà, d'ailleurs, je l'ai raconté sans le projeter. Voilà, il faut assumer sa zone de pouvoir avec force et avec humilité, parce que ma zone de pouvoir d'aujourd'hui n'est pas forcément celle que j'aurai demain. Donc, ça ne sert à rien de l'imposer ou de se la raconter autour de ce truc-là. Je suis sûr d'être fort. Maintenant, c'est l'histoire du jeune homme qui devient un peu plus âgé. Il est fort à 20 ans, il est peut-être encore un peu plus fort à 40 ans, mais à 60, forcément, il a commencé à vieillir et donc il est moins fort au sens peut-être musculaire du terme. Il est peut-être plus fort ailleurs, mais en tout cas là, il est moins fort. Et donc, je l'assume avec humilité. Et du coup, on se dit qu'on est les mieux placés sur ce genre de sujet, qu'on est prêt à aider les autres et qu'on fera notre max pour réussir chaque fois que ça sera possible. Voilà le type d'attitude qu'on peut avoir par rapport à ce zone de pouvoir. Vous avez aussi la zone d'influence, et donc sur cette zone d'influence, là, il faut mettre de l'énergie à tester ce qui est possible pour faire bouger les positions. Et là, on va essayer tous ensemble au niveau du collectif, en se donnant tous les moyens de réussir, et en acceptant par avance le résultat tel qu'il sera. Et ça, c'est très important, parce que quand vous êtes dans votre zone d'influence, vous n'êtes pas dans votre zone de pouvoir. Donc, vous maîtrisez moins le résultat de l'action. Si vous êtes en train d'influencer les autres, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Et donc, c'est important de se centrer sur les actions d'influence et de lâcher un petit peu prise par rapport au résultat, parce que le résultat est toujours incertain. Et à un moment donné, si le résultat n'est pas à la hauteur de l'espérance, c'est ça qui va faire mal et c'est ça qui va décourager. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'on va revenir dans sa zone de pouvoir, mais de manière un peu plus autoritaire et un peu plus dure par rapport aux autres. Donc, pour rester en fait dans la position d'ouverture, c'est travailler cette zone d'influence comme étant une zone d'authenticité, justement collective, dans laquelle on va pouvoir dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on aurait envie qu'elles évoluent, tout en étant très à l'écoute des positions des autres, parce qu'on va devoir les intégrer. Et c'est passionnant, c'est tout l'art de la diplomatie, c'est tous les ambassadeurs, il y a plein de bouquins passionnants là-dessus. Les ambassadeurs sont souvent des gens qui ont quand même une forte personnalité. À un moment donné de leur carrière, on les envoie être ambassadeurs dans un pays, et en fait, ils n'ont juste plus qu'un rôle d'influence, ils représentent l'État français, mais à l'étranger. Donc, ils ont une toute petite zone de pouvoir et une grosse zone d'influence, et c'est à partir de ça qu'ils vont devoir développer l'art de la diplomatie. Et souvent, dans l'art de la diplomatie, il y a une nécessité, pas toujours, parce qu'il y a aussi les techniques, qui est de reconnaître avec tranquillité ce que je peux et ce que je ne peux pas. Voilà. Et puis la dernière zone, qui est la zone d'impuissance, eh bien, dans cette zone-là, on va accepter avec tranquillité et clarté que je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas bien placé pour. Pas aujourd'hui, pas pour l'instant, c'est OK. Et du coup, j'enlève la frustration. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé, je le partageais avec Thibaut après avoir discuté avec la patronne de l'équipe, c'est que quand on l'a eu, nous, tous les deux, tout au début, c'était le sujet central. Vraiment, on sentait que c'était de ça qu'elle souffrait le plus. Et quand je lui ai posé la question parce qu'elle ne m'en parlait pas, elle m'a dit « Ah mais oui, tu as raison, mais c'est plus un sujet. » Ah bon, et comment ça se fait que c'est plus un sujet? Et c'est là qu'elle m'a dit grâce à l'exercice qu'on a fait, on a bien identifié notre zone de pouvoir, notre zone d'influence, et on a complètement lâché le prise sur la zone d'impuissance. Voilà. Voilà. Alors, et puis évidemment, c'est la cohérence et l'alignement entre ces trois comportements collectifs qui vont faire que vous serez authentique. C'est-à-dire, c'est pas juste parce que vous allez être conscient de votre zone d'impuissance et que du coup, vous allez vous mettre en retrait. Sinon, là, vous n'êtes pas du tout authentique. C'est vraiment la cohérence entre ces trois sujets. Je sais, je peux et je veux, je suis dans mon pouvoir, je l'assume et je le dis, voilà, avec humilité. Je suis dans la zone d'influence, je pense que je le fais en lâcher prise par rapport au résultat, et dans ma zone d'impuissance, je reconnais que je le suis. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'hommes politiques qui devraient, pour être beaucoup plus crédibles, accepter d'être impuissants sur un certain nombre de sujets, mais ça, ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas le faire. Et du coup, c'est ça qui est agaçant, parce que s'ils sont tout le temps dans cette zone où ils donnent l'impression qu'ils contrôlent tout, on ne peut plus les croire. Et donc, on peut les croire sur rien, y compris sur les endroits où ils sont réellement en contrôle, où ils sont vraiment en train de réussir quelque chose. Vous aurez remarqué, sont plus crédibles. Vous avez remarqué que là, il n'y a plus de confiance, il y a de la méfiance. C'est ça.
Du coup, il nous reste 4 minutes. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on vous propose, puisque l'exemple, j'en ai parlé, c'est de terminer ces 4 minutes en vous parlant un petit peu de nous, de manière la plus authentique qui soit, ce que nous sommes, et commencer par le fait que nous pensons, avec je vais dire avec humilité, parce que ça ne sera peut-être pas toujours le cas, être aujourd'hui probablement l'école qui propose la formation la plus, je vais aller directement là-dessus, la formation qui est probablement la plus centrée sur le coaching d'équipe. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, le coaching d'équipe est encore plus fort que le coaching individuel et que c'est vraiment la pratique la plus puissante. Autant pour les managers vis-à-vis de leurs équipes que pour les coachs vis-à-vis des systèmes dans lesquels ils interviennent. Parce que vous avez un super levier d'efficacité, parce que les résultats sont rapides, visibles par plein de personnes, hein, comme le dit Paul tout le temps, mon associé, là, quand il anime sur le coaching d'équipe, il dit « Vous faites un coaching individuel et vous le réussissez. Ça va toucher la personne que vous avez coachée et 10 personnes qui sont autour d'elle. Vous faites un coaching d'équipe et vous le réussissez. Ça touche les 10 personnes qui étaient là, plus les 10 personnes que chacun d'entre eux vont toucher. Et du coup, ça touche une centaine de personnes. Donc, vous avez vraiment un levier extrêmement fort. Et ce levier est à disposition des managers autant que des coachs. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on espère avoir la formation qui sort du lot sur le marché dans la partie coach d'équipe professionnelle. C'est une formation qui est complète, hein. Vous avez une boîte à outils, on a écrit des bouquins, on a fait des modes d'emploi, on a enregistré des vidéos. Vous sortez avec tout le matériel dont vous avez besoin. C'est une formation qui est extrêmement pratique parce que on fait un petit peu de formation de coach et on fait beaucoup de coaching dans les entreprises. Donc, en fait, on a énormément de cas d'école à vous raconter et on les a écrits. Donc, on travaille vraiment sur des choses extrêmement concrètes. On vous accompagne dans les travaux pratiques. Et puis, surtout, je pense que c'est une formation qui transforme parce que c'est ce que nous disent les gens qui y sont passés. On travaille beaucoup la question de la posture. Et parce que le clou, le marteau, enfin, on me donne un marteau, tous les problèmes ne deviennent pas pour autant des clous. C'est-à-dire, si j'ai une vis à enfoncer, il vaut mieux prendre un tournevis qu'un marteau. Et donc, on sait très bien que les bons outils ne font pas toujours le bon bricoleur. Et donc, nous, on travaille énormément cette question de la posture dans les formations. On travaille ce self-là, ce soi profond dont on a parlé tout à l'heure, et à la réintégration de toutes ces parties, pour rayonner soi-même et devenir du coup quelque part leader. Voilà, et du coup, ce qu'on vous propose, c'est, si ça vous intéresse, de prendre un rendez-vous. Pour ça, vous pouvez cliquer là-haut sur le bouton « Prendre rendez-vous », cliquez ici, nous parler de votre projet. Je fais exprès, hein, parce que c'est la partie dans laquelle on est le moins à l'aise, hein, donc j'ai fait exprès de prendre la bonne photo du vendeur de bagnole et de vous dire qu'il nous reste 3 places sur les 12 places qui sont ouvertes à chaque promo, et que du coup, comme on part en vacances à la fin de la semaine, s'il y en a qui veulent s'inscrire avant la fin de la semaine, on leur fait, alors d'ailleurs, je crois même que c'est 25% la réduction, donc c'est une TVA augmentée. On a fait une belle offre pour finir de clore, puisque de toute façon, après, nous, on part en vacances et on sait qu'à la rentrée, il sera trop tard pour remplir les 3 dernières places qu'il nous reste sur cette promo. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton là-haut ou cliquez tout simplement sur le Calendly que vient de partager Thibaut dans le chat. Et ces formations, je le rappelle, sont ouvertes aux coachs, bien sûr, qui veulent se former complètement au coaching individuel, au coaching d'équipe, mais aussi aux managers pour franchir un cap significatif dans leur management. D'ailleurs, vous avez probablement lu l'étude Google qui nous indique que la compétence numéro 1 des bons managers, des managers qui font la différence, c'est des compétences de coaching. Alors, je ne sais pas si le tampon Google vaut quelque chose. En tout cas, on peut assurer qu'ils ont fait ça dans les grandes lignes. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, peut-être un bel été aussi. Et puis, pour ceux qui auront envie de tchatcher un peu avec nous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on parle de votre projet. Et reprise des hostilités du cycle de conférences, je crois, fin août, avec Paul et peut-être Thibaut d'ailleurs, je crois. Ouais. Bon, enfin, j'en suis pas sûr. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Bel été à tout le monde. À bientôt dans l'école. À bientôt. Merci Céline, merci Inès. À bientôt.